Après 2 saisons de House of the Dragon, le constat est simple. La série préquelle est devenue l'anti-Game of Thrones. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Depuis la fin de la série épique et controversée Game of Thrones, chaque nouvelle série fantastique ou dramatique politique est systématiquement comparée à l'adaptation télévisée de George W.R. Martin. De The Witcher aux Anneaux de pouvoir, plusieurs séries ont été confrontées à l'exigence de Westeros. Mais il s'avère que la comparaison la plus intéressante et révélatrice avec Game of Thrones ne se fait pas avec une autre série, mais avec sa propre préquelle, House of the Dragon. Beaucoup s'attendaient à une simple reprise de la formule gagnante de la série originale. Plus de dragons, plus de trahison, plus de rebondissements surprenants. Mais au fil des épisodes, la préquelle a révélé sa véritable nature. House of the Dragon est très différent de Game of Thrones dans son esprit. En réalité, c'est une brillante et délibérée anti-Game of Thrones. Elle troque le chaos continental d'un monde en guerre contre l'horreur d'une famille déchirée de l'intérieur. Si la série originale racontait l'histoire d'une soif de pouvoir insatiable et enivrante, sa préquelle est une analyse bouleversante de la façon dont ce même pouvoir détruit silencieusement ceux qui lui sont liés par le sang. Game of Thrones était, à proprement parler, une série d'une qualité exceptionnelle. Son histoire regorgée de personnages incroyables, d'images à couper le souffle avec les meilleurs retournements de situation de l'histoire de la télévision, d'interprétation magistrale et bien plus encore. Mais à son apogée, elle reposait surtout sur un aspect particulier, son impressionnante tension politique. Une histoire mettant en scène une douzaine de factions différentes, chacune jouant un jeu d'échecs complexe. Des moments comme celui où Tywin Lannister dépèse froidement un cerf tout en brisant l'ego de son fils, ou celui où Olenna Tyrell, dans ses derniers instants, regarde Jaime Lannister droit dans les yeux et avoue, dis-le à Cersei, je veux qu'elle sache que c'était moi. C'était une saga épique où des personnages intelligents et cyniques comme Littlefinger et Varys se livraient à une partie d'échecs impitoyable à l'échelle d'un continent. Même les moments les plus émouvants de la série, comme les tristement célèbres Noces pourpres, étaient, au fond, des actes de stratégie politique et militaire. Dans House of the Dragon, point de Tywin ni de Littlefinger. Le roi Viserys n'est pas un politicien, c'est un homme qui se consume lentement sous le poids de sa culpabilité, tant physique que émotionnelle. Rhaenyra et Alicent ne sont pas des intrigantes de génie. Même Daemon, le plus aguerri des manipulateurs, est une créature guidée par l'impulsion et le chaos. Finalement, le seul personnage qui s'approche de cette ruse est Aemon Targaryen, le fils d'Alicent et de Viserys. Et même lui est davantage mu par une rage sourde et tenace que par un froid calcul. House of the Dragon troque l'imprévisibilité et les manœuvres politiques de Game of Thrones pour une histoire bien plus personnelle et, à bien des égards, plus douloureuse. Elle s'épanouit grâce à un drame psychologique et générationnel. Les trahisons y sont profondément bouleversantes. Toute la narration repose sur des relations personnelles envenimées par le ressentiment. Le conflit central n'oppose pas des royaumes rivaux, mais deux femmes, Rhaenyra et Alicent, dont l'amitié d'enfance, si profonde, a été systématiquement brisée par les hommes qui les entouraient, transformant ce lien brisé en moteur d'une guerre civile. Ce choix était délibéré des créateurs de la série, qui ont fait de ces personnages des contemporaines afin que leur amitié brisée devienne le cœur émotionnel du récit. C'est en cela que House of the Dragon se distingue de Game of Thrones dans son approche des personnages. Dans Game of Thrones, tout tournait autour du pouvoir. Chaque décision, personnelle ou politique, était prise dans un but purement stratégique. A l'inverse, dans House of the Dragon, l'horreur ne réside pas dans les intrigues, mais dans les conséquences tragiques et douloureuses de l'amour, de la culpabilité et des liens familiaux trahis. Une ambition bien différente de celle de la série mère. Dans Game of Thrones, le trône de fer était l'objectif ultime. C'était le prix suprême, un symbole de conquête et de pouvoir absolu. Des personnages comme Cersei, Daenerys et Stannis étaient tous animés par une soif insatiable de s'en emparer. La célèbre réplique de Cersei, quand on joue au jeu des trônes, on gagne ou on meurt, illustre parfaitement le rôle central du trône dans la série. C'était un jeu et le trône le boss final. House of the Dragon renverse brillamment cette idée. Dès le premier épisode, le trône de fer agit comme un poison à action lente, une malédiction qui ronge ses occupants de l'intérieur. Les créateurs de la série l'ont même repensé pour en faire un objet menaçant et terrifiant. Une masse déchiquetée d'épées fondues qui lacère littéralement celui ou celle qui s'y assoit. Il ne s'agit pas simplement d'un choix esthétique réussi, c'est une puissante métaphore visuelle du thème central de la série. Le trône est un antagoniste actif qui rejette ouvertement ses souverains. Et la chute du roi Viserys, incarnée avec une intensité bouleversante par Paddy Considine, en est l'exemple le plus frappant. Son règne n'est pas synonyme de gloire, mais de lente et douloureuse déchéance. Sans cesse blessé par le trône, ses blessures s'infectent et refusent de guérir, engendrant une maladie semblable à la lèpre qui le ronge pendant des décennies.
Sa déchéance physique est le reflet parfait de la corruption politique qui gangrène son royaume. Dans ce monde, le pouvoir n'est pas une récompense, c'est un fardeau qui affecte, isole et finit par détruire quiconque s'en approche. C'est précisément ce qui est arrivé à Viserys, accablé par le deuil de sa femme, son unique amour. Lors d'un entretien avec le New York Times, Considine a expliqué comment son corps symbolisait son déclin politique. Il a déclaré « Dès l'instant des funérailles de sa femme, je pense que Viserys commence à mourir. C'est une mort lente. À aucun moment dans l'histoire, Viserys ne demande au maître de le guérir. Je pense qu'il l'accepte comme faisant partie de la culpabilité liée à la décision qu'il a prise de faire subir à sa femme une procédure terrible et horrible. » Une critique très répandue et révélatrice de House of the Dragon met le doigt sur ce qui la distingue tant de la série précédente. Un fan a écrit « Les noces pourpres étaient bouleversantes. Rhaenyra pourrait mourir dans l'épisode suivant sans que cela ne me perturbe une seconde. » Si cela peut paraître dur, il ne s'agit pas d'une critique de la qualité de la série, c'est une observation pertinente de son changement de ton délibéré. Game of Thrones a su captiver le public pendant plusieurs saisons, et les noces pourpres ont constitué une trahison choquante et insoutenable de cet amour. Mais House of the Dragon ne cherche pas à nous faire aimer ses personnages, elle nous oblige à assister à la destruction d'une maison d'héritiers moralement corrompue. Rhaenyra, Alicent et Daemon sont tous des êtres d'impulsion, de jalousie et de traumatisme profond. C'est pourquoi le moment le plus marquant et décisif de la série n'est pas une trahison calculée. Il s'agit de la mort tragique, chaotique et accidentelle de Lucerys Velaryon. La guerre civile n'a pas été déclenchée par une brillante manœuvre politique, mais par une querelle puérile entre deux cousins et leur dragon gigantesque et incontrôlable. Aemon ne voulait pas tuer Luc, il voulait simplement lui faire peur. Il ne s'agit pas d'un jeu de trône orchestré par de fins stratégiques politiques. C'est une querelle familiale qui a dégénéré de façon horrible et violente. Ce n'est pas une régression, c'est une tragédie. House of the Dragon n'est pas qu'une simple préquelle cherchant à surpasser Game of Thrones avec plus de dragons ou de batailles plus spectaculaires. C'est une redéfinition mature et subtile de ce qui rend le monde de Westeros si captivant. En remplaçant les intrigues politiques de la série originale par une exploration profonde, émotionnelle et presque psychologique des traumatismes intergénérationnels, HBO a créé une œuvre dramatique qui paraît plus ancienne, plus sage et bien plus bouleversante. Comme l'expliquait Miguel Sapochnik, ancien co-showrunner, la série a toujours été conçue pour avoir un ton bien à elle, et ce devait d'être autre chose. Cette autre chose, c'est une tragédie classique. Le co-créateur Ryan Condal a clairement indiqué que cette histoire est une tragédie shakespearienne ou grecque, qui traite avant tout d'une maison qui se déchire de l'intérieur. C'est là la plus grande force de la série. Ce n'est plus une histoire de jeu, c'est l'histoire de personnes nées dans un jeu auquel elles n'ont jamais voulu participer. Cela en fait un portrait poignant et bouleversant de la façon dont une puissante dynastie, à l'apogée de sa puissance, se décompose de l'intérieur. Non pas à cause d'un ennemi extérieur, mais à cause de ses propres liens familiaux brisés. Elle n'est pas seulement une digne héritière de Game of Thrones, elle en est l'antithèse parfaite. Voilà, toujours un plaisir de parler de cet univers qui est incroyable. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.